Eh bien, on parlait de ce coup de téléphone, effectivement. Jade, vous nous en parliez dans votre journal, encore une fois, à la une, aujourd'hui, un coup de téléphone, puisque cette fois-ci, Donald Trump appelle Volodymyr Zelensky. L'appel, normalement, est en cours, un coup de fil. Pourquoi faire ? Puisque Donald Trump, vous le savez, s'est entretenu avec le président russe hier, et donc il appelle le président ukrainien cet après-midi. On en parle avec nos invités. Gwendoline Debono, grand reporter LCI. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Avec nous également, colonel Vincent je vais trop vite. Arbarétier. Merci. C'est moi qui vais trop vite. C'est un petit peu mon défaut. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Historien militaire, docteur en sciences politiques. Et Michel Fayad, bonjour. Géopolitologue et analyste politique. Gwendoline, un coup de fil, pourquoi cet après-midi ? Je disais tout à l'heure en préambule, pour un simple service après-vente, est-ce que Donald Trump appelle le président ukrainien juste pour l'avertir, lui dire exactement ce qui s'est dit avec le président russe hier ? C'est en tout cas une des attentes du président ukrainien. Je crois que Volodymyr Zelensky a dit j'aimerais bien savoir le contenu exact de sa conversation avec Vladimir Poutine, le président ukrainien qui rappelle qu'on ne peut pas faire confiance les yeux fermés à Vladimir Poutine, qui lui réclame des mécanismes techniques de surveillance. Alors, sur ce cessez-le-feu, s'il voit le jour, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant sur les infrastructures énergétiques, sur un cessez-le-feu plus long qui concernerait l'air, la mer, en fait, Volodymyr Zelensky, il veut des détails techniques, il veut des mécanismes de surveillance, et c'est de ça dont il veut parler avec Donald Trump. Par ailleurs, il est conscient, et ce qu'on a vu hier dans l'échange entre Vladimir Poutine et Donald Trump, en fait, Vladimir Poutine fait passer pour des petites concessions quelque chose qui l'arrange. Et là, je pense par exemple aux frappes sur les infrastructures énergétiques. On est au mois de mars. La campagne de frappe russe, depuis le début de la guerre, et on le voit quand on va en Ukraine, elle commence en général fin septembre, début octobre, pour s'arrêter en février. Donc là, il n'y a pas de campagne de frappe planifiée de la Russie sur les infrastructures énergétiques. La deuxième chose, c'est qu'en revanche, l'Ukraine mène une campagne de frappe qui est très efficace en ce moment sur les infrastructures énergétiques russes, sur les raffineries, sur les dépôts de carburant, qui font mal au porte-monnaie parce que les infrastructures énergétiques, c'est la cash machine, c'est ce qui permet de supporter l'effort de guerre russe. Donc en fait, Vladimir Poutine, là, il obtiendrait quelque chose dont il a besoin, qui fait passer pour une concession. Donc, je pense que tout ça, ça va être l'objet de l'appel entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Mais pour l'instant, la pression, elle reste côté américain sur Volodymyr Zelensky et pas sur Vladimir Poutine. Et en attendant, c'est une journée ordinaire. En Ukraine, la preuve en images, regardez, pourquoi on dit ça ? Journée ordinaire, parce que les bombardements ont continué de part et d'autre. La Russie a tiré 6 missiles et 145 drones de combat contre des infrastructures civiles au cours de la nuit. Et de l'autre côté, une attaque ukrainienne a visé un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar. Journée ordinaire, donc chaque camp s'accuse d'avoir violé la trêve. Écoutez. Le Kremlin considère-t-il les frappes comme un sabotage de la part de Kiev et comme une tentative de perturber les accords conclus par les deux présidents lors de cette conversation téléphonique ? Bien entendu, de telles actions vont évidemment à l'encontre de ces efforts conjoints. Cette nuit, après les échanges entre Poutine et le président des États-Unis, Donald Trump, Poutine a soi-disant donné un ordre d'arrêter de frapper les sites énergétiques ukrainiens. Il y a eu tout de même 150 drones lancés contre l'Ukraine cette nuit, qui ont frappé les sites énergétiques et les sites de transport. Malheureusement, 2 hôpitaux ont été touchés. Donc les paroles de Poutine ne correspondent pas à la réalité. Voilà, on en est là quelques heures seulement après que le mot trêve ait été prononcé lors de cet échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Tiens, un petit tour de table. Est-ce que cet appel téléphonique a été utile ? Oui, non ? Vous me répondez chacun ? Utile pour qui ? Pour Poutine, oui. Puisque ça l'a sorti du niveau de bannissement où il était depuis 2 ans. Donc utile pour Poutine. On va développer après. Pour Poutine, oui. Ah oui. Michel Fayad. Moi, je pense utile pour les deux, mais pas pour Zelensky. Ah oui, forcément. Et Gwendoline ? Très utile pour Vladimir Poutine, qui obtient quelque chose qui était important pour lui. Est-ce que ce que vous nous avez expliqué il y a un instant, effectivement, très utile pour Vladimir Poutine, Gwendoline Debono nous a expliqué pourquoi. Quand je regarde les réactions ce matin, par exemple, il y a Boris Johnson, alors ancien Premier ministre britannique, effectivement, qui n'est plus aux affaires, mais qui le dit, Vladimir Poutine est en train de se fiche de nous. En fait, militairement, il a intérêt à faire durer les choses. Ensuite, justement, les services d'observation occidentaux ont repéré des concentrations de blindés
aux frontières, sur le front, en fait, en arrière du front. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à la période du printemps, et quel que soit le théâtre, que ce soit en Ukraine ou même autrefois en mars 1918, c'est le renouveau. Alors c'est pas simplement le renouveau de la nature, c'est aussi pour les militaires une possibilité d'attaquer sans être gêné sans être trop gêné par les conditions climatiques. Donc en Ukraine comme ailleurs, le printemps pour Poutine, qui actuellement bénéficie d'un certain rapport de force favorable, ça va être une opportunité pourvu que le cessez-le-feu ne soit pas signé trop vite. Ça, c'est intéressant. Vous nous direz pourquoi ça peut être aussi utile pour Donald Trump. D'abord, on avait envie de savoir comment la Russie avait réagi à ce coup de téléphone. Est-ce qu'il en a été question dans la presse russe ? Jérôme Garraud, Michael Merle, vous qui êtes nos envoyés spéciaux, j'allais dire, non, nos correspondants, puisque vous vivez là-bas. Jérôme, est-ce qu'on en parle déjà dans les journaux moscovites de cet appel ? Bonjour Amélie, bonjour à tous. Ce matin, la totalité de la presse papier russe titre sur cet entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je vous ai pris quelques journaux. Vous voyez d'abord Rossiyskaya Gazeta, c'est la propriété du gouvernement russe, c'est un détail important. Et vous voyez les portraits des deux hommes avec ce titre « Nous nous sommes entendus ». Je vous montre maintenant un quotidien économique. Merci Michael Merle qui me passe les journaux. Un quotidien économique moscovite, réputé assez sérieux, commerçante, de la même manière qui titre « Nous sommes tombés d'accord ». La totalité de la presse ce matin insiste sur les points de convergence, les points d'accord entre le président russe et le président américain. Il y a une vraie satisfaction à Moscou d'avoir eu ce dialogue en tête-à-tête, presque sur un pied d'égalité avec les États-Unis. C'est comme un retour dans la cour des grands. Mais bon, sur le fond, nous en parlions, Vladimir Poutine a quand même concédé très peu de choses et pose des exigences faramineuses comme l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. On a plutôt l'impression que pour l'instant, le président russe parvient à temporiser, à prolonger ce moment et à gagner du temps. Effectivement, il gagne du temps, Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Jérôme. On va aller voir du côté des États-Unis, comment la presse en parle. D'abord, Michel Fayad, pourquoi vous dites que c'est utile pour les deux ? Parce que pour Donald Trump, vous savez, le jeu n'est pas que l'Ukraine. Il y a d'autres sujets de discussion et l'un d'entre eux, c'est le Moyen-Orient et notamment l'Iran. Et d'ailleurs, dans le communiqué qui a été donné par la Maison-Blanche, il y a la figure de l'Iran. On sait qu'en ce moment, les Américains attaquent les Houthis du Yémen, que les Houthis du Yémen... En fait, l'Iran a été pointé du doigt comme quoi si les Houthis continuent d'attaquer, eh bien, ce sera l'Iran qui sera tenu pour responsable. Il y a également des frappes quotidiennes, mais on en parle très peu en Occident, des Hachsh al-Sharbi, c'est-à-dire les milices irakiennes, pro-iraniennes, qui aussi frappent les intérêts américains quotidiennement. Il y a aussi donc le Hamas et le Hezbollah qui continuent et qui sont également visés par le secrétaire d'État Rubio, qui l'a dit aussi ouvertement. Et donc, en fait, on sait que la Russie soutient cet axe iranien. Et donc, c'est un sujet de discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et rappelons-nous aussi que lorsque Donald Trump il a fait son entrée en fonction, eh bien la première visite qui a eu lieu, c'était celle de Benjamin Netanyahou. Et le but était effectivement de se concentrer dorénavant sur l'Iran et de terminer une fois pour toutes de la menace iranienne et des proxys de l'Iran. Donc ce sujet est extrêmement important pour Trump et pour ses autres alliés comme Netanyahou justement, mais aussi certains Arabes. Et donc, c'était aussi un des principaux sujets de discussion avec Poutine. Et donc, nous, d'un point de vue français, d'un point de vue européen, c'est normal qu'on voit la chose uniquement à travers l'Ukraine. Mais en réalité, il y a bien d'autres sujets sur la table. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'effectivement, Poutine sort grandi de cet appel parce qu'effectivement, il est revenu sur la scène internationale, il a fait son grand retour. Mais en même temps, pour Donald Trump, c'est un moyen aussi d'avancer sur d'autres dossiers et qui sont extrêmement importants pour lui. L'Ukraine pèse bien peu, finalement. C'est ça. En tout cas, parmi d'autres. Oui, mais bon, avec tout ce qui a été abordé, puis on verra aussi qu'il y a les relations économiques derrière, dans un deuxième temps. L'Ukraine, finalement, ne serait presque accessoire aux yeux de Donald Trump. Sur cette trêve, vous l'avez très bien dit, Gwendoline, parce qu'on voit l'intérêt de Vladimir Poutine. En fait, il ne fait aucune concession. Il n'y a aucune concession. Pour autant, est-ce que ce n'est pas déjà un premier pas, un petit pas, et il faudra des petits pas comme ça pour arriver à un vrai cessez-le-feu? Oui, alors pour l'instant, il n'y a rien.
Il n'y a pas alors, on parle d'un cessez-le-feu de 30 jours sur les infrastructures énergétiques, mais il n'y a rien techniquement. Il n'y a pas de communiqué avec une heure de départ. Alors, on a entendu hier, je crois que Vladimir Poutine, ou dans le communiqué, l'ordre avait été donné immédiatement. Je crois que ça a été un peu démenti aujourd'hui, mais en tout cas, techniquement, comme ça peut se faire quand il y a des débuts, il n'y a absolument rien. C'est quasiment une réunion de travail rendue publique. Donc pour l'instant, je ne sais pas si on peut même parler de petits pas. Et par ailleurs, la direction... Même si, quand on a entendu les prises de position de Dmitri Peskov et Volodymyr Zelensky, chacun s'accuse d'avoir brisé la trêve. Donc ça veut dire que de leur point de vue, il y a une trêve en vigueur. Non, alors je pense qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, ni pour les Russes, ni pour les Ukrainiens. Mais il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que tout ça part d'une proposition de cessez-le-feu immédiate qui concernait... les combats, le front terrestre, qui concernait également la mer, qui concernait les bombardements aériens, que Volodymyr Zelensky avait accepté. À l'origine, ce coup de téléphone, c'était pour faire part de cette proposition à Vladimir Poutine. Ce qui leur sort pour l'instant, c'est que Vladimir Poutine a dit non. Il n'y a pas de cessez-le-feu immédiat de 30 jours. Il y aura toujours des bombardements, il y a toujours des combats sur le front. Et Vladimir Poutine agit de manière assez rationnelle, dans le sens où il reste en position de force, il reste sur des demandes qui sont maximalistes, il reste en position d'attaque sur le front, quand Donald Trump n'agit pas de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'il donne ses cartes, et il en a déjà donné beaucoup à Vladimir Poutine, avant même que des vraies négociations commencent, comme elles ont eu lieu au début de la guerre, où il y avait les délégations ukrainiennes, les délégations russes qui se parlaient en Turquie. On a déjà vu ça. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout encore là. Donc il n'y a même pas le début d'un pas. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que Donald Trump, que l'on voit à l'œuvre depuis près de 2 mois maintenant, où on parlait de cet art du deal, parce qu'il l'avait théorisé dans un livre dans les années 80, il n'est pas du tout au rendez-vous là. De ce que vous nous dites, bon, effectivement, c'est Vladimir Poutine qui a la main, c'est lui qui est en position de force. Oui. Normalement, la tactique de Donald Trump, c'est de déstabiliser son adversaire avant de pousser son avantage. Là, il n'en est pas du tout question. Ça dépend ce qu'il veut obtenir. Lui, il l'a dit, Donald Trump, il dit que c'est dans l'intérêt des Américains de se rapprocher de la Russie pour tout un tas de questions, et vous en avez fait mention. Donc c'est sûr, pas pour l'Ukraine, mais pour les États-Unis, oui, pourquoi pas. Peut-être que c'est dans son intérêt. Par ailleurs, il y a aussi d'autres faits en dehors de ces coups de téléphone, de ces négociations qui débutent sans vraiment débuter. Là, on a vu que l'administration Trump avait arrêté un programme mené par l'université d'Yale, qui consiste à arrêter de financer une équipe qui travaille sur les enfants ukrainiens enlevés, 30 000 enfants ukrainiens. C'est-à-dire que les chercheurs n'ont plus accès aux données, n'ont plus accès à l'imagerie. C'était un programme très important. Il ne faut pas oublier que le mandat d'arrêt de Vladimir Poutine est émis là-dessus, sur l'enlèvement des enfants ukrainiens par les forces russes. Tout ça est arrêté par l'administration Trump. Les démocrates disent, je rapporte les propos des démocrates, que ces données sont effacées. Il y a plusieurs agences qui ont reçu l'ordre d'arrêter de travailler sur les sabotages russes. Donc il y a aussi, en fait, les choses sont assez claires. Donald Trump veut se rapprocher de la Russie, c'est ce qu'il est en train de faire. Et tout concorde et tout va dans ce sens, effectivement. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'issue de ce coup de fil, il n'y a pas eu de communiqué commun. Chacun donc a publié son compte-rendu. Le problème, c'est que le compte-rendu n'est pas tout à fait le même de part et d'autre. Laura Pouget nous a rejoint. Laura, vous nous êtes prêtée au jeu des erreurs. Oui, sur la forme d'abord. Comparaison entre les deux communiqués, et l'un est beaucoup plus long que l'autre. C'est celui du Kremlin, qui compte 13 paragraphes contre 4 pour celui de la Maison-Blanche. Logique, car il comporte beaucoup plus de détails. D'abord, un commentaire sur l'appel. Un échange de vues détaillé et franc, écrit le Kremlin, qui se fait aussi d'une formule de politesse. Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude à Donald Trump pour son désir d'aider à atteindre le noble objectif de mettre fin aux hostilités. Rien de tout cela côté américain, où l'on est plus sec. En revanche, la Maison-Blanche parle de cessez-le-feu dès la première phrase. Les présidents Trump et Poutine ont évoqué la nécessité de la paix et d'un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine. Alors qu'il faut attendre la 5e pour que le mot apparaisse dans le communiqué du Kremlin, où on peut lire que dans le contexte de l'initiative du président américain d'instaurer un cessez-le-feu, la partie russe a souligné un nombre de points importants. Autrement dit, c'est toujours le oui, mais de la semaine dernière. Et on sait quand même qu'il y a des points d'accord. Il y a eu des points d'accord qui se sont dégagés. Que disent les communiqués ? Premier point d'accord, un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. En langage américain, ça donne « Les dirigeants ont convenu que le mouvement vers la paix commencerait par un cessez-le-feu dans le domaine de l'énergie et des infrastructures ». En langage russe, c'est beaucoup plus étoffé,
comme vous le voyez ici. Au cours de la conversation, Donald Trump a avancé une proposition selon laquelle les partis s'abstiendraient d'attaquer les infrastructures énergétiques. Pendant 30 jours, Vladimir Poutine a répondu positivement à cette initiative et a immédiatement donné à l'armée russe le commandement correspondant. Même différence concernant l'ouverture de négociations sur un cessez-le-feu maritime en mer Noire. Ça prend moins d'une phrase pour le dire chez les Américains, ça en prend 2 chez les Russes. Et sur les points de désaccord, le Kremlin est-il aussi prolixe ? Je vais peut-être vous surprendre, mais oui. Les Russes n'hésitent pas à parler de ce qui pourrait fâcher. Illustration, la condition clé pour empêcher l'escalade du conflit et œuvrer à sa résolution devrait être la cessation complète de l'aide militaire étrangère et de la fourniture d'informations de renseignement à Kiev. Sur ce point-là, vous pouvez le noter, silence radio du côté de la Maison-Blanche. Là où la Maison-Blanche est finalement plus bavarde, c'est pour parler des sujets hors Ukraine. 2 paragraphes sur 4 y sont consacrés, dont un sur le Moyen-Orient, vu comme une région de coopération potentielle. Les Russes aussi reprennent ce mot de coopération, mais les Américains s'avancent plus en affirmant que les 2 dirigeants ont partagé l'avis que l'Iran ne devrait jamais être en mesure de détruire Israël. Bavard, les États-Unis le sont aussi sur l'amélioration des relations entre les 2 pays, puisque la formule revient à 2 reprises, au début et à la fin du texte, où il est même écrit qu'un avenir marqué par une amélioration des relations bilatérales offrirait d'énormes avantages. La Russie est d'accord, même si elle préfère parler d'un intérêt mutuel pour la normalisation des relations, intérêt mutuel à la lumière de la responsabilité particulière de la Russie et des États-Unis pour assurer la sécurité et la stabilité dans le monde. Entre grands de ce monde, finalement. Ah oui, j'ai oublié un dernier point, Magali. Un dernier point, entre grands de ce monde, vous avez dit, eh bien, Vladimir Poutine a une idée pour renforcer la coopération entre grands de ce monde, organiser des matchs de hockey aux États-Unis et en Russie entre joueurs russes et américains. Il l'a proposé à Donald Trump, cette idée qu'il aurait soutenue. Le communiqué du Kremlin le précise. En revanche, sur ce sujet, pas une ligne chez les Américains. Bon, alors le hockey, c'est bien parce qu'en fait, c'est une sorte de teasing que vous nous faites. C'est votre histoire du club aujourd'hui, Laura, vous revenez nous voir donc à 16h30, votre histoire sur la diplomatie du sport, finalement. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On le voit, finalement, ces 2 communiqués nous en disent plus sur la réalité de ce qui s'est dit lors du coup de fil. En fait, lorsqu'il y a des négociations, moi je l'ai vu en étudiant la Seconde Guerre mondiale, côté de l'Axe, chacun raconte son histoire, son narratif, comme on dit aujourd'hui, sur les négociations qui ont eu lieu. Quand il y avait une négociation entre Italiens et Allemands, c'était pourtant la même tendance, ils avaient des idéologies très, très, très similaires, mais quand il y avait une réunion entre Mussolini et Hitler, eh bien, quand vous regardiez les archives italiennes et les archives allemandes, on avait l'impression que c'était 2 réunions différentes. Oui. Pourquoi ? Parce que chacun écrit ensuite vers son chef, parce que tout ça, ça a été écrit par les petites mains qui étaient derrière le téléphone. Eh bien, chacun écrit ce que son chef a conclu et ce qui est important pour son chef. Alors, on l'a bien vu, comme ça a été très bien dit, le Moyen-Orient pour les États-Unis, c'est fondamental. Pourquoi ? Pour défendre Israël. Parce que l'Iran a toujours prévu dans ses plans et même officiellement de détruire l'État d'Israël. Donc, ça voudrait dire quoi ? Que les États-Unis pourraient donner un feu vert ou pourraient voir participer, dans le pire des cas, ou pour Israël dans le meilleur des cas, à une frappe préventive sur des installations nucléaires iraniennes. Et donc il y aurait quelque chose qui est très important pour les États-Unis et qui l'est moins pour la Russie. Mais si les Russes s'abstiennent ou concourent à cette opération, même contre un allié qui leur a été quand même assez fidèle, l'Iran, oui, par rapport à la Russie, donc il y a quelque chose que les Américains auraient obtenu. A contrario, la Russie ne parle pas de l'Ukraine. Pourquoi ? Elle parle des partis engagés parce que pour eux, c'est une province révoltée, l'Ukraine. Donc pour eux, c'est même pas une reconnaissance d'un ennemi d'une autre pays.